Alain Ducardonnet, bonjour Alain. Jean-Jacques, bonjour. Nous allons revenir sur ce qui se passe entre l'AP-HP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, tous les hôpitaux publics, l'AP-HP d'Île-de-France, c'est cela De Paris, absolument. De Paris, bon, bien. Et le professeur Didier Raoult, le Marseillais, entre Marseille et Paris, ça y est. Entre Marseille et Paris. Que se passe-t-il? Martin Hirsch, le président de l'AP-HP, a écrit au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Martin Hirsch conteste 2 passages de l'audition de l'infectiologue marseillais par les députés. D'une part, une estimation des taux de décès de malades en réanimation. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Alors, le défenseur controversé de l'hydroxychloroquine a déclaré devant la commission d'enquête que le taux de mortalité dans les services de réanimation était de 43% à la PHP, à Paris, et qu'il n'était que de 16% à Marseille. Comment peut-il affirmer ces chiffres? Alors, il y a 2 niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est en effet par rapport à des chiffres sur la mortalité qui sont très difficiles à comparer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, un chiffre de mortalité, il y a plusieurs paramètres. Il y a en effet le degré de gravité de la maladie, à quel moment vous vous situez, quel type de population vous adressez, est-ce que ce sont des personnes âgées, des personnes jeunes? Donc tout cela n'est pas pris en compte, bien évidemment, dans ces chiffres qui sont un peu donnés à la porte-pièce. Les 43% de la PHP sont vrais, c'est-à-dire que ça a été à un moment donné un chiffre qui a été donné par le réseau des anesthésistes réanimateurs qui a fait une étude sur toute la France. À la PHP, c'était 43%, sur toute la France, c'était 41%. Donc à peu près les mêmes chiffres. Alors les 16% de Didier Raoult sont sûrement vrais, mais on ne les a pas vus publiés. Donc encore une fois, cette comparaison n'est pas tout à fait faisable et c'est pas jouable de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sous-entendu qu'on réanime mieux à Marseille qu'à Paris? Voilà, c'est ça, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, et d'ailleurs Didier Raoult l'avait évoqué, un petit peu devant les députés, mais déjà auparavant, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font à Paris? Nous, on soigne beaucoup mieux qu'eux. » On ne soigne pas, rappelez-vous l'accrochage que j'ai eu avec lui là-dessus. Donc il y a 2 niveaux. Le premier, c'est... Et ces accusations? C'est à cause de l'hydroxychloroquine, que nous, on a sauvé avec l'azithromycine, on a sauvé tout le monde ou quasiment. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse qui est beaucoup plus grave, et c'est pour ça que ça a escagassé Martin Hirsch, c'est de dire comment ça, nos réanimateurs sont moins bons que les vôtres. Et là, il ne pouvait pas laisser passer la chose, bien évidemment. Donc là, je pense que les choses sont... Alors c'est un peu dommage, je veux dire, c'est un peu délirant d'avoir cette espèce de jeu permanent sur la place publique. Oui, opposer Paris à Marseille, Marseille à Paris. Il y a d'aussi bons réanimateurs à Marseille qu'à Paris, c'est évident. Vous êtes aussi bien pris en... Et ailleurs en France, d'ailleurs, il n'y a pas que Marseille et Paris. Bien sûr. Donc, encore une fois, c'est un petit peu dommage, parce que derrière tout ça, il y a quand même l'hydroxychloroquine. Donc oui, toujours. Il veut avoir raison. Et puis, il n'y a pas que ce sujet-là. Alors, il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a un autre sujet qui a fait réagir Martin Hirsch, le patient chinois. Le patient chinois, Didier Raoult, a déclaré que ce patient s'était présenté à la Pitié-Salpêtrière, hôpital parisien, puis qu'il avait été renvoyé chez lui. Faux, rétorque Martin Hirsch, le patient chinois a été hospitalisé à l'hôpital Pompidou puis à Bichat et n'est jamais reparti chez lui. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ici, Juvin avait dit, voilà, le patient est arrivé à Pompidou. C'est vrai qu'au départ, il avait des signes un peu bizarres. On est quand même au tout début de l'été, en février, fin janvier, début février. Donc c'est vraiment le tout début. Aujourd'hui, on dit, ce serait évident. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, on a un doute, on le garde en surveillance. Et le lendemain, il a en effet déclenché des signes qui paraissaient plus inquiétants. Et là, on a seulement fait le diagnostic. Car en fait, Didier Raoult dit, on l'a pas testé parce qu'à l'époque, on testait pas. Il a été testé en effet le lendemain. Il s'est aggravé et il a été transféré en réanimation à Bichat ultérieurement. Oui. Donc la prise en charge, pour l'époque, si on le remet en perspective de l'époque, était tout à fait cohérente. Malheureusement, c'était le premier passant décédé en France. Décédé en France, il n'est jamais reparti chez lui. Il n'est jamais rentré chez lui une fois qu'il est arrivé à Pompidou. Il est resté dans le circuit hospitalier. Il est resté dans le circuit hospitalier. C'est des petites approximations. Le problème de Didier Raoult, c'est qu'en fait, c'est un grand scientifique. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais le problème fondamental, c'est qu'il a beaucoup d'intuition, il a beaucoup de convictions, et ça, c'est pas une démarche scientifique. Oui. Il est prisonnier de son personnage un peu. Je ne sais pas s'il est prisonnier de son personnage. Je ne sais pas, je pose la question. Il est dans sa sphère. Voilà. Il est dans sa sphère, il a une équipe qui lui est totalement dévouée. Et puis, je pense que par moment, il dépasse un tout petit peu la démarche scientifique pure. Qu'en pensez-vous, docteur Jean-Paul Hamon, bonjour, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que Didier Raoult a perdu une occasion de se taire.
c'est vrai que c'est un peu énervant de l'entendre, de sortir des tels chiffres. C'est tout simplement ridicule. On a d'autres choses. On a d'autres choses plus sérieuses à traiter, comme les déclarations de Roselyne Bachelot hier à l'Assemblée nationale. J'allais y venir. Qui ose. Hein. Oui, je vais y venir. Hier, donc, à son tour, Roselyne Bachelot était entendue à l'Assemblée nationale. Alors, on va écouter le son de Roselyne Bachelot. Le gouvernement est-il le seul responsable de la pénurie de masques qu'a connue la France durant l'épidémie de coronavirus? À cette question, évidemment, tentent de répondre les députés. Roselyne Bachelot était donc entendue. Elle a choisi de ne pas entrer dans la polémique, ni de juger les choix, décisions, orientations du gouvernement en place. Écoutez-la. Le problème, c'est que nous avons une société qui, sans doute, pratique trop la gestion ascendante et descendante des crises. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock. Qu'est-ce que c'est que cette médecine? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. » C'est vous, hein, le président de la Fédération des médecins de France, désigné par Roselyne Bachelot. Ouais. Jean-Paul Hamon. Oui, non, j'ai apprécié effectivement. Et vous savez, il y a eu une solidarité interministérielle avec Bachelot. C'est sûr que elle avait sans doute peur qu'on rappelle sa gestion de crise de la grippe H1N1, où son administration, et ça, je peux en témoigner, pensait que les généralistes n'avaient pas de frigo dans leur cabinet. Elle pensait que les médecins généralistes étaient trop cons pour faire 10 doses de vaccin avec un flacon de 10. Et c'est là qu'elle a lancé les fameux vaccinodromes qui ont vacciné 6 millions de personnes, quand chaque année, les médecins généralistes vaccinent 12 millions de personnes sans l'aide de qui que ce soit. Donc, si vous voulez que Roselyne Bachelot balaye devant sa porte, avant de critiquer les médecins généralistes qui travaillent dans des conditions invraisemblables, on avait des boîtes de masques. Alors là, on était arrivé sur le stock périmé, c'est vrai, mais on avait des masques, on avait quelques boîtes de masques, mais on n'avait pas de quoi tenir une pandémie. Et quand on a commencé à réaliser la chose, il était trop tard. On ne pouvait plus en acheter nulle part. Pire, un pharmacien de Clamart qui, lui, avait anticipé, il avait 4000 masques, il a reçu une injonction de l'ARS lui interdisant de vendre ces masques qui étaient réquisitionnés et qui sont restés, vous entendez, qui sont restés dans sa pharmacie avec interdiction de les vendre aux médecins qui les lui demandaient. Voilà la réalité des choses. Une administration sclérosante. Vous savez, les médecins généralistes, ils prennent leurs responsabilités tout le temps. Infantilisés, certainement pas, mais harcelés par une administration sclérosante, harcelante, et protocolisatrice, sincèrement, ça nous a mis effectivement très en colère. Il y a une solidarité entre ministres ou anciennes ministres de la Santé, Jean-Paul Hamon? Bah là, visiblement, oui. Bon, quand Agnès Buzyn dit qu'elle a eu l'intuition que ça allait être très grave, et que le 10 janvier, elle alerte son administration, elle alerte les SAMU, elle n'alerte absolument pas les médecins libéraux, parce que les médecins libéraux, ils ont été convoqués au ministère le 18 février pour la première fois. C'est le premier courrier qu'on reçoit, et c'est la première convocation. On y va, et là, le 18 février, il est trop tard pour commander des masques, parce que déjà, la production est déjà débordée. Quand vous savez, M. Bourdin, que le 3 mars, la société Marco Pharma de Tourcoing vendait encore des masques à l'étranger. Alors dire que l'administration française a anticipé la chose, franchement, c'est se moquer du monde. Le 3 mars, la société Marco Pharma vendait encore des masques à l'étranger alors que les médecins en manquaient. Merci Jean-Paul Hamon. Alain Ducardonnet, vous voulez apporter... Non, ce qu'on peut ajouter quand même, parce que là, en effet, stigmatiser un peu les médecins, et en particulier les médecins généralistes. Il ne faut pas oublier que Roselyne Bachelot est pharmacien, et que les pharmaciens avaient exactement le même problème. Ils n'avaient pas de masque pour eux dans leurs officines. Donc ça veut dire que c'est un problème général, et c'est un problème d'approvisionnement et de renouvellement, et pas du tout le fait qu'on n'avait pas de stock, chacun dans son cabinet. Bien, merci beaucoup Jean-Paul Hamon. Merci Alain Ducardonnet. Merci.